Imaginez un instant ce que pourrait être la vie d'une icône de la chanson française, une femme dont la voix a résonné à travers le monde pendant plus de 6 décennies, amassant une fortune estimée à 100 millions de dollars. Mireille Mathieu, la célèbre demoiselle d'Avignon, incarne ce mélange unique de talent brut, de discipline rigoureuse et d'élégance discrète. À 78 ans, elle partage son temps entre un hôtel particulier somptueux à Neuilly-sur-Seine, l'un des quartiers les plus prestigieux de Paris, et sa maison familiale chérie à Avignon, un lieu empreint de souvenirs et de traditions provençales. Ces journées, rythmées par une routine méthodique, des passions surprenantes et un attachement indéfectible à ses racines, révèlent une femme qui a bâti un empire financier tout en restant fidèle à ses origines modestes. Plongez avec nous dans l'univers captivant de Mireille Mathieu, où la gloire internationale se marie à une simplicité touchante et à un raffinement sans égal. De ses débuts modestes dans l'Avignon d'après-guerre à ses performances devant des chefs d'État, son parcours est une ode à la persévérance, à la passion et à l'authenticité. Mireille Mathieu est née le 22 juillet 1946 dans une famille ouvrière d'Avignon, dans le sud de la France. Aînée de 14 enfants, elle grandit dans des conditions marquées par la précarité, dans une ville encore marquée par les stigmates de la Seconde Guerre mondiale. Son père, Roger, était tailleur de pierre, un métier exigeant mais peu rémunérateur, tandis que sa mère, Marcelle Sophie, consacrait son énergie à gérer un foyer débordant de vie. Les Mathieu vivaient dans des logements sociaux, souvent exigus, et déménageaient fréquemment, luttant pour joindre les deux bouts. Les hivers étaient rudes et les souvenirs d'enfance de Mireille sont empreints de moments où la famille se réunissait autour d'un poêle pour se réchauffer, partageant des repas simples mais empreints d'amour. À l'école, Mireille rencontre des difficultés en raison de sa dyslexie, un trouble mal compris à l'époque. Ses professeurs, peu patients, la punissaient souvent pour ses erreurs, ce qui la découragea rapidement. L'éducation formelle ne fut jamais son point fort, et elle quitta l'école sans diplôme à l'adolescence pour contribuer aux finances familiales. À 14 ans, elle commence à travailler dans une usine de papier à Montfavet, près d'Avignon, où elle pliait des enveloppes dans un environnement bruyant et monotone. Lorsque l'usine ferme ses portes, elle trouve un emploi d'animatrice jeunesse aux côtés de 2 de ses sœurs, un rôle qui lui permet de rester proche de sa famille tout en gagnant un modeste salaire. Malgré ces défis, la passion de Mireille pour le chant ne faiblit jamais. Dès son plus jeune âge, elle est fascinée par Édith Piaf, dont elle imite les chansons avec une ferveur presque obsessionnelle. Dans les rues d'Avignon, elle chante lors de fêtes locales, captivant les passants avec sa voix puissante et émouvante. Elle participe à plusieurs reprises au concours de chant annuel d'Avignon, mais les premières tentatives, en 1962 et 1963, se soldent par des échecs. Ces déceptions, loin de la décourager, renforcent sa détermination. En 1964, à l'âge de 18 ans, elle remporte enfin le concours avec une interprétation magistrale de La Vie en rose de Piaf. Ce triomphe lui offre un billet pour Paris et une audition pour Le Jeu de la chance, une émission télévisée nationale qui allait changer sa vie. Lors d'un gala à Avignon en 1964, Mireille attire l'attention de Johnny Stark, un impresario légendaire connu pour son flair. Impressionné par son charisme et sa voix unique, il décide de la prendre sous son aile. Stark, un homme à la fois visionnaire et exigeant, voit en elle une future étoile mondiale. En 1965, Mireille participe à Le Jeu de la chance, où elle surpasse la championne en titre, Georgette Lemaire, avec une performance vibrante qui séduit le public français. Peu après, elle se produit à l'Olympia de Paris, l'une des scènes les plus prestigieuses du pays. La presse, enthousiaste, la surnomme la Piaf d'Avignon, une comparaison flatteuse mais qu'elle cherche rapidement à dépasser pour affirmer sa propre identité. Sous la direction de Stark, Mireille collabore avec des talents de renom, comme le chef d'orchestre Paul Moria et le parolier André Pascal, qui façonnent un répertoire romantique et universel. Son premier album, En direct de l'Olympia, 1966, rencontre un succès immédiat, marquant le début d'une ascension fulgurante. Mireille enchaîne les tournées internationales, se produisant aux États-Unis, au Canada, en Angleterre et même à Las Vegas, où elle partage la scène avec des icônes comme Frank Sinatra et Dean Martin. Sa voix, à la fois puissante et délicate, et sa capacité à chanter dans de nombreuses langues français, allemand, espagnol, italien, catalan, russe, japonais, et même chinois ou lui permettent de conquérir des publics du monde entier. En Russie, elle devient une véritable idole, remplissant des stades entiers dès les années 1970. Avec des ventes de disques estimées entre 190 et 200 millions d'exemplaires, Mireille Mathieu se classe parmi les artistes féminines les plus vendues de l'histoire, un exploit qui témoigne de son talent exceptionnel et de son attrait universel.
Son style, souvent comparé à celui d'Édith Piaf, se distingue par une maîtrise technique et une émotion brute. Contrairement à Piaf, dont la vie tumultueuse transparaît dans ses chansons, Mireille incarne une discipline et une élégance qui deviennent sa marque de fabrique. Ses performances, empreintes de grâce et de précision, captivent les foules, qu'elle chante dans un théâtre parisien ou devant des dignitaires en Chine, où elle se produit en 1986, peu après l'ouverture du pays aux artistes occidentaux. Ce concert historique, un moment rare pour une chanteuse occidentale, renforce son statut de pionnière culturelle. La réussite artistique de Mireille Mathieu s'accompagne d'une prospérité financière impressionnante. En 2025, sa fortune est estimée à environ 100 millions de dollars, un chiffre alimenté par des revenus diversifiés et une gestion avisée. Selon des sources spécialisées, elle aurait généré environ 58 millions d'euros entre avril 2024 et avril 2025, une somme remarquable pour une artiste de 78 ans. Ses revenus proviennent de plusieurs sources: les ventes d'albums, les royalties, les concerts, les apparitions télévisées et des investissements stratégiques. Avec un catalogue de plus de 1200 chansons, chantées dans de multiples langues, Mireille bénéficie de royalties conséquentes issues des diffusions radio, des plateformes de streaming comme Spotify, des compilations et des licences pour des films, des séries et des publicités. Ces 200 millions de disques vendus à travers le monde continuent de générer des revenus passifs, particulièrement en Europe, en Asie et en Russie, où elle reste extrêmement populaire. Par exemple, en Allemagne, ses apparitions régulières dans des émissions de variété très regardées ont consolidé sa notoriété et ses finances. Les concerts représentent une part significative de ses revenus. Au fil de sa carrière, Mireille a rempli des salles mythiques comme l'Olympia à Paris, le Bolchoï à Moscou et des théâtres prestigieux à Tokyo. En Russie, où elle est une figure adorée depuis les années 1970, ses tournées attirent des foules immenses, et ses concerts affichent souvent complets. En France, elle a obtenu 8 disques d'or, et au Canada, 4, reflétant son succès outre-Atlantique. Ses performances, souvent accompagnées d'orchestres symphoniques, sont des événements grandioses qui allient élégance et émotion, renforçant sa réputation d'artiste intemporelle. Mireille a également fait preuve d'un sens aigu des affaires. Elle a fondé 2 sociétés, Abilène Musique et Abilène Disques, qui gèrent ses droits de propriété intellectuelle. Cette démarche lui permet de conserver une part importante des royalties, réduisant la dépendance aux maisons de disques. À l'ère numérique, où les ventes physiques d'albums ont décliné, ces sociétés garantissent un revenu stable grâce aux licences internationales et au streaming. Son catalogue multilingue, couvrant des marchés aussi variés que l'Allemagne, le Japon et la Russie, est particulièrement lucratif, car il continue d'attirer de nouveaux auditeurs à travers les plateformes modernes. En dehors de la musique, Mireille a investi dans l'immobilier, un choix stratégique pour protéger sa fortune de l'inflation et assurer un revenu passif. Depuis plus de 40 ans, elle réside dans un hôtel particulier à Neuilly-sur-Seine, l'une des communes les plus prisées de la région parisienne. Le marché immobilier de Neuilly est parmi les plus chers de France, avec des prix oscillant entre 7 513 et 25 185 € le mètre carré pour les maisons, selon des données récentes. Cette propriété, qu'elle partage avec sa sœur Monique, surnommée Monette, est un symbole de son succès. L'intérieur, décoré avec soin, mêle l'élégance classique et le confort moderne. Le salon, orné de meubles en bois massif, d'un canapé en cuir et d'un lustre en cristal, dégage une atmosphère d'opulence discrète. La salle à manger, peinte en rouge profond, est dotée d'une cheminée en pierre et d'une grande table en bois, idéale pour les repas familiaux. La cuisine, avec ses accents bleus méditerranéens et ses appareils dernier cri, allie tradition et praticité. La chambre principale, tapissée de papier peint floral crème et meublée en acajou, reflète le goût raffiné de Mireille. À l'arrière, un jardin soigneusement entretenu abrite un potager et un cabanon, ajoutant une touche de simplicité à cette demeure sophistiquée. Mireille a également conservé la maison familiale d'Avignon, située dans le quartier de la Croix des Oiseaux. Cette maison modeste, où elle a grandi, est un lieu chargé d'émotions. Après le décès de sa mère en 2006, elle a choisi de la préserver comme un sanctuaire, un endroit où elle se ressource auprès de ses proches. Sa sœur Béatrice y séjourne régulièrement, et la famille s'y réunit pour des repas traditionnels provençaux, comme la ratatouille ou la daube. Cette maison, bien que simple, incarne son attachement à ses racines et à ses souvenirs d'enfance. Des rumeurs suggèrent qu'elle possède d'autres propriétés, possiblement des appartements locatifs à Paris ou ailleurs, mais sa discrétion rend ces informations difficiles à vérifier. Ce qui est certain, c'est que son portefeuille immobilier, géré avec une prudence remarquable, constitue une base solide pour sa fortune.
La gestion de ses finances reflète sa vigilance. Après le décès de Johnny Stark en 1989, Mireille a pris conscience des risques de mauvaise gestion. Elle s'est entourée de conseillers financiers et juridiques pour protéger ses actifs, y compris ses investissements immobiliers et ses droits d'auteur. Cette approche méthodique lui a permis de maintenir une stabilité financière rare parmi les artistes de sa génération. Mireille Mathieu est connue pour sa discrétion légendaire, décrivant sa vie privée comme un jardin secret. Célibataire et sans enfant, elle a souvent surpris ses fans par ce choix de vie. Dans une interview accordée à Le Figaro en 2014, elle confiait « Ma vie privée est un trésor que je garde précieusement, mais elle existe ». Elle expliquait que sa décision de ne pas fonder de famille était influencée par son enfance, marquée par les sacrifices de sa mère pour élever 14 enfants dans des conditions difficiles. Mireille, dont la carrière exigeante impliquait des tournées internationales, des enregistrements constants et des apparitions télévisées, a estimé qu'une vie familiale serait difficile à concilier avec ses engagements. Les rumeurs sur sa vie sentimentale ont alimenté la presse pendant des décennies. La plus persistante concerne Johnny Stark, son impresario et mentor, qu'il a découverte en 1964. Leur relation, à la fois professionnelle et émotionnellement profonde, a suscité des spéculations. Certains médias, comme France Dimanche, ont même suggéré que Stark aurait souhaité l'épouser avant sa mort en 1989. Mireille n'a jamais confirmé ni infirmé ces rumeurs, mais elle a toujours décrit Stark comme un second père, un guide strict mais bienveillant qui lui a appris les ficelles du métier. Le fait qu'il repose dans le caveau familial des Mathieu à Avignon témoigne de l'intensité de leur lien. D'autres rumeurs ont émergé au fil des ans. Dans les années 1970, Stark aurait orchestré une fausse romance avec l'animateur Jean-Pierre Foucault pour doper les ventes de disques. Foucault a confirmé cette anecdote avec amusement, soulignant l'ingéniosité de Stark dans l'art du show-business. D'autres noms, comme celui du présentateur Yves Mourouzi ou de l'acteur américain Patrick Duffy, ont été associés à Mireille, mais sans preuve concrète. En 2023, un documentaire révèle qu'elle a été brièvement fiancée dans sa jeunesse. Un engagement rompu après une semaine lorsque son fiancé lui a demandé d'abandonner sa carrière. C'était impossible, a-t-elle déclaré, soulignant que le chant était sa vocation. Pour Mireille, son public est sa véritable histoire d'amour. Mes fans sont ma famille, a-t-elle affirmé dans une interview en 2024, décrivant l'amour de son public comme une source de bonheur inépuisable. Ses concerts, où elle établit une connexion profonde avec les spectateurs, sont le reflet de cette relation unique. À 78 ans, Mireille mène une vie marquée par une discipline rigoureuse, héritée de ses années sous la tutelle de Johnny Stark. À Avignon, elle se réveille vers 7 heures pour un petit déjeuner simple, tartine au miel, yaourt, légumes frais, poisson partagé avec sa sœur Monette, sa confidente de toujours. Elle surveille son alimentation avec soin, évitant les excès pour préserver sa voix et sa santé. Mon métier est comme une discipline olympique, dit-elle, comparant sa routine vocale à celle d'un athlète. Ses matinées incluent des tâches ménagères, qu'elle effectue avec plaisir aux côtés de Monette. Elle nettoie, range, et utilise des produits naturels comme le vinaigre et le bicarbonate de soude, des habitudes héritées de sa mère. Ces moments domestiques, loin du glamour de la scène, la reconnectent à ses racines. Elle consacre également du temps à des exercices physiques légers, comme des étirements, et à des échauffements vocaux, répétant des chansons de son répertoire ou des titres modernes, comme ceux de Christophe Maé ou de Queen, pour entretenir sa voix. L'après-midi, Mireille s'accorde des moments de détente devant la télévision, regardant des émissions françaises comme les 12 coups de midi ou des chiffres et des lettres. Ces programmes, qu'elle affectionne, lui offrent un sentiment de normalité. Sa foi joue un rôle central dans sa vie. Depuis la mort de sa mère en 2006, elle pratique des rituels spirituels, conversant parfois avec elle dans des moments de recueillement. C'est comme une prière à la Vierge Marie, explique-t-elle, décrivant une pratique qui lui apporte paix et sérénité. À Paris, elle fréquente l'hôtel Bristol, où elle a une table attitrée. Les serveurs, qui la connaissent bien, l'accueillent avec une rose, et il lui arrive de chanter spontanément pour les clients, un geste qui ravit les convives, qu'il s'agisse de touristes ou de dignitaires. Mireille est une femme de contraste. Passionnée de Formule 1, elle a assisté à des grands prix et chanté pour des pilotes comme Felipe Massa et Michael Schumacher. Pourtant, elle ne conduit pas, en raison de sa dyslexie et d'un accident traumatisant en 1968. Elle collectionne des figurines de tortues, symbole de longévité, offertes par ses fans, et avoue une peur panique de l'avion, qu'elle compense en regardant les étoiles en vol.
À l'approche de ses 80 ans, Mireille prépare une série de concerts pour célébrer 60 ans de carrière, avec des dates prévues à l'Olympia et en province. Fidèle à ses principes, elle refuse d'utiliser un prompteur, préférant la liberté d'une performance authentique. « Je veux être libre, même de me tromper », insiste-t-elle, une philosophie héritée de Johnny Stark, qui lui a appris à respecter chaque spectateur. Sans enfant, Mireille envisage de confier la gestion de son patrimoine artistique à sa sœur Monette, qui a toujours été à ses côtés. Depuis ses débuts, elle a placé sa famille au centre de sa vie, utilisant ses premières royalties pour offrir une maison et une voiture à ses parents. Son héritage, à la fois musical et financier, est soigneusement préservé grâce à une gestion rigoureuse et à l'amour de ses proches. Mireille Mathieu incarne un équilibre rare entre la gloire mondiale et une simplicité ancrée dans ses origines. Entre son hôtel particulier à Neuilly et sa maison familiale à Avignon, elle navigue avec élégance entre luxe et tradition, discipline et spontanéité. Sa vie, rythmée par la musique, la famille et une foi profonde, est un témoignage de résilience et de succès. Qu'il s'agisse de ses rituels matinaux, de ses passions inattendues ou de son lien indéfectible avec son public, Mireille reste une figure inspirante. Et vous, que pensez-vous de son parcours? Seriez-vous prêt à vivre comme Mireille Mathieu si vous aviez sa fortune? Quelle facette de sa vie vous a le plus marqué, sa passion pour la Formule 1, sa collection de tortues, ou sa peur de l'avion? Partagez vos pensées dans les commentaires. Si cette plongée dans la vie d'une légende vous a plu, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos.